Vous écoutez l'affaire Clearstream, 12e partie. Suite au séjour de Laoud à la prison de la Santé en 2002, le registre des visiteurs n'a pas été conservé. La seule note que Brigitte Henry dit avoir transmise au chef des RG, Yves Bertrand affirme ne l'avoir jamais reçue. Les notes de Casanova à son chef, Bernard Squarcini dit ne les avoir jamais vues. Et pour rendre l'affaire encore plus compliquée, qui se trouve au milieu du listing falsifié ? Bernard Squarcini, le propre patron de François Casanova. Décédé d'un cancer en août 2004, François Casanova a emporté avec lui tous ses secrets. Personne à ce jour n'a trouvé les comptes rendus de François Casanova à son chef Bernard Squarcini. Pierre Péan, journaliste. Bernard Squarcini a dit à l'instruction qu'il ne recevait rien. Et donc là, il y a, me semble-t-il, c'est un des points clés, un des points mystérieux, c'est la nature de cette relation extraordinairement étroite entre Imad Laoud et François Casanova. Et pendant que les liens se nouent entre le commandant Casanova et Imad Laoud, une tempête gronde dans les secrets du pouvoir. La guerre des droites reprend, comme au pire temps de l'affrontement entre Balladur et Chirac. Cette fois, c'est un affrontement entre Sarkozy et Villepin. L'enjeu, la constitution d'un supposé trésor de guerre en vue des prochaines présidentielles. La source, le plus gros contrat d'armement dont la France puisse alors rêver. C'est le dossier Mixa. Un contrat de 7 milliards d'euros avec, comme dans tous les grands contrats d'armement, la promesse d'un trésor de guerre considérable. Un dossier que Charles Pasqua avait initié en 1994 en Arabie Saoudite avec son bras droit de l'époque, un certain Claude Guéant. Un dossier que le même Claude Guéant apporte à Nicolas Sarkozy dès son arrivée au ministère de l'Intérieur en 2002. En fait, on voit Nicolas Sarkozy à la manœuvre, ministre de l'Intérieur sur le contrat Mixa. Fabrice Arfi, journaliste co-responsable du pôle enquête à Mediapart. Parce que Charles Pasqua, son mentor en politique, ministre de l'Intérieur lui aussi entre 93 et 95, avait initié ce contrat. Et en quelque sorte, Nicolas Sarkozy, arrivant dans le bureau de son mentor, plusieurs années après lui, place Beauvau, ouvre les placards et il a ce contrat-là. Il essaye de le refaire vivre en agitant un intermédiaire qui aujourd'hui est devenu très encombrant pour l'Élysée, qui s'appelle Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, le richissime Libanais déjà à la manœuvre pour les Balladuriens entre 1993 et 1995, et que Charles Millon comme Dominique de Villepin traquaient entre 1995 et 1997 dans leur chasse aux rétrocommissions. Les notes de Ziad Takieddine parlent de Nicolas Sarkozy comme du patron. Il parle des sujets sensibles qu'il ne faudra aborder que secrètement avec les Saoudiens. Un niveau de secret invraisemblable au sein d'un gouvernement pour un contrat censé apporter emploi et devises à l'industrie française. Dans une note confidentielle d'octobre 2003, révélée par Mediapart, Takieddine donne une série d'instructions au cabinet de Nicolas Sarkozy pour finaliser la signature du mirifique contrat. De toute évidence, il faut se méfier du Quai d'Orsay, dirigé par Villepin, et du conseiller diplomatique de l'Élysée, Maurice Gourdeau-Montagne. La visite préparatoire est inhabituelle. Elle doit revêtir un caractère secret. Ni le cabinet, ni le conseiller diplomatique ne doivent être au courant, pour cause évidente de fuite. Pour cette raison, il sera préférable que B, entendre Brice Hortefeux, se déplace seul et que le déplacement s'effectue sans fanfare, avion de ligne de Genève ou de Zurich. Dans l'intérêt d'une signature sans interférence, il est indispensable que tout le monde soit pris par surprise par cette signature.
On voit bien que là, on est dans quelque chose de secret, d'opaque, et on se demande, mais que veulent-ils bien cacher avec un tel contrat, un tel homme d'affaires sulfureux qui est Ziad Takieddine au cœur des négociations, et alors que quasiment tout est bouclé, le contrat est prêt, les projets de contrat sont prêts, notamment celui du versement de l'argent noir pour Ziad Takieddine. L'État Chirac a imposé à Nicolas Sarkozy de ne pas se rendre en Arabie Saoudite et annuler son déplacement. Le 12 décembre 2003, donc, Jacques Chirac siffle la fin de la partie. Comment a-t-il su ce qui se tramait ? Un homme est au centre de l'affaire. Un homme qui vit au cœur de la zone grise où se négocient les grands contrats d'armement de la France. Un homme en rivalité frontale avec Ziad Takieddine. Alexandre Djouri, de son vrai nom Ahmed Djouri. Un homme qui n'a rien d'étranger à notre histoire. Il est depuis 18 ans le correspondant du commandant François Casanova. Il est au cœur de l'enquête de Pierre Péan. Alexandre Djouri est très discret. Il n'aime pas que l'on parle de lui ailleurs que dans les conseils d'administration du CAC 40 ou chez ses amis des cabinets ministériels. Djouri est donc un quasi-inconnu, jusqu'à ce que quelques journalistes commencent à s'y intéresser. Le parcours de l'homme d'affaires est digne des meilleurs polars. D'abord, il est évident que le parcours qu'il a fait montre que c'est quelqu'un d'intelligent. Pierre Péan, journaliste. C'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités, parce qu'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il est né dans le 9-3, très rapidement il arrive dans le 9-5 à Sarcelles. Il a un certain charisme, il sait bien se battre, et il sait raconter des histoires. Et d'habitude, ceux qui ont leurs habitudes à l'Élysée viennent de l'ENA généralement, après Sciences Po, HEC, etc. Lui, son HEC, c'est tout simplement une bande de voyous à Sarcelles. Il est un peu le chef charismatique. Il a comme héros Alexandre le Grand, ce qui est quand même assez original. Et il s'intègre à ce que les policiers vont appeler le gang de la banlieue nord. Je ne sais évidemment pas le détail de ce qu'il a fait, Alexandre Djouri, mais je sais que le gang était connu de tous les policiers pour faire des vols à main armée, pour faire du racket, etc. Mais ils estiment que Sarcelles et la banlieue nord, ça ne suffit pas, et ils décident de monter sur Paris grâce à un de leurs copains qui s'appelle David Les Yeux Bleus, et là ils vont se retrouver dans le faubourg Montmartre, eh bien tout simplement dans le clan Zemmour. Zemmour, c'est dans la fin des années 70, c'est le top du top de la pègre du grand banditisme parisien. Et il va, par son bagou, il va réussir dans les boîtes de nuit à s'acoquiner avec plein de gens. Il va très rapidement ainsi devenir proche du fils du directeur général de l'UNESCO. Il va passer au-delà du fils pour devenir copain du père, qui va lui ouvrir plein de gens à l'UNESCO, ce qui va l'entraîner vers des relations avec les fils de chefs d'État africains, des gens importants en Afrique, et puis la même chose sur le Proche et le Moyen-Orient. Et donc, en peu de temps, c'est quelqu'un qui va se constituer un carnet d'adresses extraordinaire, et parallèlement, il devient très proche, le meilleur pote d'Anthony Delon. Et il va lui suggérer de monter une affaire de blouson de cuir à la mode en utilisant le nom de Delon, AD, comme le père. Le père, ça lui plaît pas du tout, et va rentrer en bataille extraordinaire avec son fils. Et Alexandre Djouri va participer à la guerre, on peut parler de véritable guerre, entre le clan de son père et le clan et le fils. Et là-dedans, il y a des morts. Dans la guerre Delon père-fils, il y a des morts. Dans la guerre Delon père-fils, il y a des morts. C'est dans cette affaire Delon que pour la première fois, le nom de Djouri apparaît au détour de quelques brèves. Il a 27 ans et il se présente déjà comme un homme d'affaires. Il reçoit quand même une balle de 11,43 dans le dos. Mais à partir de ce moment-là, sa vie va changer. Parce que
Et je pense qu'une des explications qui permet de comprendre pourquoi ça n'a jamais été jusqu'au bout, les enquêtes, c'est qu'à partir de 86, il va être protégé. C'est-à-dire qu'il va être tamponné par des flics, François Antonat d'abord, et François Casanova à peu près en même temps, mais François Antonat, qui est le premier à l'avoir tamponné, à avoir fait de lui, alors appelons comment, indique, je ne sais pas quoi, moi, honorable correspondant, je ne sais pas très bien, mais François Antonat va le tirer, parce que François Antonat passe chez Elf à partir de 90, et à partir de 90, Djouri va travailler beaucoup sur l'Afrique noire, beaucoup avec Elf. Il commence à gagner de l'argent, pas mal, probablement qu'il transporte des valises. On n'a jamais la preuve des valises. Hein. Il revient proche d'Alfred Sirven, il revient proche de Sassou, il vient proche de Bongo, etc. Et puis à partir de 1995, il va changer de statut. Il rentre dans l'entourage de Dominique de Villepin. Au point où il va devenir progressivement un homme véritablement dans la chiraki, quelqu'un d'important, hein, qui rend des services. Lui, son métier, au fond, c'est rendre des services. Alexandre Djouri est donc l'homme qui, en décembre 2003, rend ce grand service au président Chirac et à Dominique de Villepin. Déjouer le plan de son rival Takieddine et des Sarkoziens dans le contrat Mixa, en intervenant directement auprès des Saoudiens. Dominique de Villepin et Alexandre Djouri doivent tout faire pour récupérer ce contrat, alors que Takieddine se bat dans l'ombre pour rattraper l'affaire. Or, que se passe-t-il le 26 décembre 2003 ? Voilà que réapparaît Imad Laoud. Il rédige une note pour le général Rondeau. Une note très détaillée, prétendant révéler les dessous du contrat Mixa. Cette note est une recomposition d'informations assez précises, mais difficile à vérifier. Elle prouve cependant une chose, que Laoud est alors l'un des rares Français au courant des dessous du contrat. Comment ? Mystère. Un seul de ses amis aurait pu l'informer, l'homme qui, aux renseignements généraux, est l'intime d'Alexandre Djouri, le commandant Casanova. Sur la période fin 2003, début 2004, Vanessa Ratignier, journaliste. vous avez écrit une note sur un contrat en cours, qui est le contrat Mixa. Oui. Alors, oui, je me souviens de cette note. Imad Laoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Je me souviens de cette... Alors, oui, je me souviens de cette note, oui. Pourquoi est-ce que Rondeau s'intéresse à l'affaire Mixa ? Alors, Mixa, parce qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, il est question de rétrocommission dans l'affaire Mixa. Mais à ce moment-là, Rondeau me demande de faire une note sur l'affaire Mixa. Donc je vois très bien où vous voulez en venir. Vous voulez en venir sur est-ce que il n'y avait pas encore le nom de Sarkozy qui traînait peut-être quelque part à ce moment-là, c'est ça ? Pas forcément, vous voyez ? Moi, je n'entends pas parler de Sarkozy à ce moment-là. Tout ceci se passe au moment où, rappelez-vous, Jean-Louis Gergorin ne pense qu'à une chose, le prétendu complot contre Lagardère et l'affaire des frégates de Taïwan. Cette obsession, on l'a vu, le conduit au Quai d'Orsay, où il s'ouvre le 1er janvier à Dominique de Villepin. Rendez-vous qui a provoqué la fameuse réunion secrète du 9 janvier entre Villepin, Rondeau et Gergorin, celle qui signe l'entrée du sommet du pouvoir exécutif dans l'affaire Clearstream, celle où pour la première fois, le nom de Nicolas Sarkozy est officiellement prononcé. Or, que trouve-t-on dans le compte-rendu de cette réunion rédigée par le général Rondeau ? Mieux qu'une référence au contrat Mixa, le nom d'Alexandre Djouri, que prononce Dominique de Villepin, inquiet de savoir si son ami figure sur les listings. Ce lien entre l'affaire Clearstream et le contrat Mixa, il est fait à travers le compte-rendu de la réunion du 9 janvier entre Dominique de Villepin, Jean-Louis Gergorin et le général Philippe Rondeau. Effectivement, le lien entre l'affaire Clearstream et l'affaire Mixa, qui pour moi est absolument essentiel, se fait le 9 janvier par la bouche même
d'un des principaux acteurs, qui est Dominique de Villepin. Et il le fait donc par le nom de Mixa, mais il est fait pas seulement par ça, il est fait par le nom de Djouri, qui est son champion dans justement l'affaire Mixa. À partir de cette réunion du 9 janvier, on peut voir comment les deux affaires sont liées. Mais il y a une autre façon, c'est que Casanova, donc très proche de Djouri, va présenter Imad Laoud à Alexandre Djouri, et c'est le déjeuner du Ritz. C'est François Casanova qui m'a présenté Alexandre Djouri. Pourquoi est-ce qu'il vous présente Alexandre Et pourquoi Djouri pas? Et pourquoi pas? Imad Laoud. Peut-être que ce monsieur pouvait me confier un contrat de conseil. Après tout. Moi aussi, j'y suis allé peut-être en me disant, tiens, c'est bien de le connaître. Toujours est-il, j'ai déjeuné avec eux au Ritz. Voilà. Est-ce que vous savez à ce moment-là qui est Alexandre Djouri? Non. Je Je ne savais pas encore très bien qui c'était. Mais enfin bon, vous savez, un petit coup sur Google et googliser la personne et voilà, on sait beaucoup de choses après. Il n'y avait rien en ce temps-là sur Internet concernant Alexandre Djouri. Imad Laoud savait bien sûr la place qu'occupait Djouri dans la zone grise de la République. François Casanova, l'ami de Djouri, était le mieux placé pour le lui apprendre. Ce déjeuner qu'Alexandre Djouri dément se situe entre mars et juin 2004, au moment même où Jean-Louis Gergorin devient le Corbeau, où le juge Van Ruymbeck lance ses perquisitions, et où Laoud affirme à Gergorin que des comptes auraient été fermés en urgence chez Clearstream, dont ceux attribués à Nicolas Sarkozy, déclenchant ainsi l'un des plus grands scandales de la Ve République. Et vous parlez de quoi pendant ce déjeuner? On m'a souvent posé la question, mais qu'est-ce que vous êtes dit? Vous savez, on ne dit pas toujours des choses intelligentes pendant ces déjeuners ou ces dîners, quoi. Il y a peut-être une idée à faire passer, ou une chose, un renseignement que la personne vient chercher, et c'est tout. Et le reste, c'est du vent, enfin, on meuble, quoi. Voilà. Peut-être que vous, en m'interviewant, vous cherchez juste une chose. Et tout le reste, c'est me faire converger ou diverger. Peut-être que vous aussi, en ayant accepté qu'on vienne faire l'interview, alors qu'on a quand même eu plusieurs interviews qui ne se sont pas faites et tout, est aussi en quête de quelque chose. C'est aussi une question qui se pose. Peut-être que j'essaye de faire passer une idée, sans doute, inconsciemment ou consciemment, mais à un moment donné, on peut pas dire est-ce que vous vous souvenez de tout ce que vous vous êtes dit avec cette personne? Le dossier Mixa livrera peut-être un jour ses secrets. Le contrat, lui, aura échappé à la France. À l'été 2004, l'affaire des faux listings Clearstream, elle, sort du secret. L'instruction du juge Van Ruymbeck fuite très vite. Les lettres du Corbeau commencent à circuler dans tout Paris. Les commissions rogatoires internationales du juge Van Ruymbeck reviennent progressivement à Paris. Les conclusions sont toutes les mêmes. Les listings ont été falsifiés. Les conséquences de cette imposture sont dramatiques. Le voilà inquiété par le Conseil supérieur de la magistrature. Pire encore, il verra toute son instruction sur les frégates de Taïwan s'écrouler. Avec amertume, il rédigera une ordonnance de non-lieu. Entre-temps, un très grand nombre des personnalités dont les noms ont été ajoutés dans les listings se portent partie civile. Parmi eux, Nicolas Sarkozy. Au pôle financier, les juges Duy et Ponce, chargés d'instruire sur le Corbeau et la dénonciation calomnieuse, passeront 4 années à enquêter, à perquisitionner, au cœur du pouvoir exécutif. Ils mettent en examen Denis Robert et l'auditeur d'Arthur Andersen, Florian Bourges, Jean-Louis Gergorin et Imad Laoud, avec, en invité vedette, Dominique de Villepin. Denis Robert, l'habitué des tribunaux, est relaxé. On me dit, vous êtes le type. Florian Bourges est condamné à 4 mois avec sursis pour avoir transmis des documents bancaires de la société Clearstream. La vengeance de Nicolas Sarkozy n'aboutira pas. Le procès en correctionnel, comme on appelle, innocente l'ancien Premier ministre. Jean-Louis Gergorin, qui était en première instance considéré comme le cerveau de l'imposture, est condamné en appel à 3 ans de prison, dont 6 mois fermes,
pour usage de faux et complicité de dénonciations calomnieuses concernant les envois au juge Van Ruymbeck, condamné pour avoir été le corbeau. Imad Laoud, lui, est à ce jour le grand coupable de l'affaire, condamné pour avoir confectionné les faux, ce qu'il n'aura jamais cessé de démentir. J'ai accumulé les moments où j'aurais pu arrêter. Et je vais vous dire une chose, c'est un peu comme le drogué qui... j'ai jamais pris de stupéfiants, mais c'est un peu comme le drogué qui, quand il rentre, plus il se drogue, moins il peut arrêter. Plus il se drogue, moins il peut arrêter. Et moi, en fait, plus j'avançais, plus mon ascension, entre guillemets, professionnelle, avait une pente positive. Vous voyez, en maths, la pente, c'est le taux d'accroissement de la fonction, donc ça montait. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes. À chaque fois que je me suis posé la question, est-ce que j'arrête ? Je regardais en me disant, la chute va être brutale. Et donc, voilà, j'essayais d'attraper une autre branche. Et une autre branche, et puis voilà, la fin, on la connaît. Les affaires d'État finissent toujours de la même façon. Des vies brisées, des vérités judiciaires et d'autres médiatiques, des vérités humaines et d'autres politiques. Et finalement, des secrets qui restent trop bien gardés. Cette histoire nous a conduits dans un monde où nous ne sommes jamais invités. Un monde au croisement du politique, du complexe militaro-industriel et des services de renseignement. On en retient une chose. Depuis maintenant 25 ans, le système des commissions et des rétrocommissions gangrène la République et salit les hommes. Une zone grise s'est installée au cœur des institutions. Elle se cache dans les coulisses du pouvoir exécutif. Vous venez d'écouter l'affaire Clearstream. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Manipulation, une histoire française est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami de Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Yami de Production, réalisée par Jean-Robert Vialet et écrite avec Pierre Péan, Vanessa Ratignier et Christophe Nick. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.